Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Une présentation des Éditions de l'Homme et de Recto Verso, éditeur. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire. Et aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de recevoir l'auteur Jean Désy. Bonjour, Monsieur Désy, vous allez bien? Oui, ça va bien. J'ai envie de vous présenter à mes auditeurs. Alors, vous êtes un médecin, un écrivain. Vous enseignez la littérature et la médecine à l'Université Laval. Vous êtes père de 4 enfants. Et vous pratiquez depuis plusieurs années dans le Grand Nord québécois en tant que médecin. Oui, plus particulièrement chez les Cris, là, je dirais dans le Moyen-Nord depuis 10 ans. J'ai été 17 ans au Nunavik, dans le Grand Nord, mais depuis une quinzaine d'années, là, je vais exclusivement chez les Cris, à la baie James. Vous êtes un médecin dépanneur. Bon, en fait, je suis médecin omnipraticien, j'ai fait de l'urgence longtemps. Ces années-ci, quand je devais travailler comme médecin, la plupart du temps, c'est comme dépanneur, oui, en région. Et à peu près exclusivement, là, depuis 7-8 ans, je vais chez les Cris. Vous avez commencé dans le Nord, vous êtes revenu du côté de Québec et vous êtes reparti travailler dans le Nord. C'est le livre que je viens de publier, là, L'accoucheur en cuissarde, c'est un peu un genre de livre testament là, dédié à mes étudiants en médecine. Puis j'ai commencé à pratiquer sur la Côte-Nord, c'est là que j'ai connu le Nord et la mer. Ensuite, j'avais déjà commencé à aller un peu à la baie James. J'ai étudié à Québec en littérature et en philosophie. Et là, j'ai fait de l'urgence pendant plus que 10 ans. Et j'ai continué à faire après ça de l'urgence et au Nunavik pendant 17 ans auprès des Inuits. Et maintenant, je travaille surtout comme dépanneur avec les Cris. Donc, j'ai connu 3 grandes régions nordiques du Québec. Le Nitassinan, la Côte-Nord, le Eyuichi, le monde de la baie James, la Jamaisie, et le Nunavik, le monde du Nouveau-Québec, là, du Grand Nord québécois. Et comment un jeune médecin en vient à l'idée de vouloir aller travailler dans le Nord? Ben, en fait, ça me semblait évident, et ça l'est encore que ma vocation, si je devais être médecin, pourrait pas avoir lieu en ville, pour toutes sortes de raisons qui me sont personnelles. Il y en a qui sont très bien en ville. Je suis pas certain, moi, que c'est le lieu où je me réalise le mieux. J'accepte de vivre près de la ville pour enseigner, pour avoir des activités poétiques aussi. Ces années-ci, le gros de mes activités tourne autour de la littérature et de la vie poétique à Québec. Mais j'accepte donc le monde de la ville et de l'urbanité à cause de sa culture. Mais essentiellement, où mon âme vole le mieux, c'est dans la toundra en particulier et dans le monde du Nord. C'est certain que si je dois être médecin, c'est là que j'ai une activité qui est plus heureuse. Peut-être parce qu'on est un peu plus dans l'urgence quand on est là-bas, les moyens sont moins là. En fait, je pense qu'il y a des choses qui me sont très personnelles. Moi, j'ai fait un cours de médecine, j'ai fait un cours de littérature, j'ai fait un doctorat en littérature, puis j'enseigne la littérature et c'est ce qui fait ma joie. En fait, ma vocation première, j'ose le dire, c'est d'enseigner. Mais je continue à pratiquer la médecine et c'est grâce au contact avec les Indiens et les Inuits que j'ai pu trouver un réel sens à mon activité médicale. C'est comme ça, en ce qui me concerne. Jamais de ma vie, je prétendrais que c'est comme ça pour les autres. Chacun trouve ses lieux de plus grand accomplissement selon ce qu'il est, son passé, ses aspirations, sa vision du monde. C'est certain que moi, mon mentor, je dirais, depuis 50 ans, c'est Louis Edmond Hamelin, celui qui a créé le mot nordicité. C'est un géographe qui fait partie de la famille, qui vient encore d'ailleurs, avec Daniel Chartier, un prof de l'UQAM. Il y a un livre qui a été publié là, à la fin de 2014 qui s'appelle La nordicité du Québec. C'est des entretiens que j'avais eus avec Louis Edmond Hamelin dans un tournage là, à l'île d'Orléans. C'est que c'est Louis Edmond Hamelin comme nordiste et comme fondateur du Centre d'études nordiques et comme géographe. Il y a eu une énorme influence dans mon envie de vivre le Nord. Ça, c'est quand j'étais jeune. Puis c'est certain que le Nord continue à être un lieu de grande rêverie pour moi. Je dirais que moi, que sans le Nord, probablement que j'aurais pas eu de réelle activité d'écriture. Essentiellement, en poésie, en essai, c'est l'univers du Nord qui m'active ou qui m'anime le plus complètement ou de façon la plus harmonieuse en tout cas. Vous êtes un auteur prolifique, 33 ouvrages, et vous publiez autant des récits, de la poésie, des nouvelles, des contes, des romans, des essais. Faut le faire quand même d'arriver à écrire dans tous ces styles-là. Je suis pas certain que tous les styles ont le même succès ou la même qualité, là. J'ai écrit beaucoup sur le Nord, de la poésie et des récits. Celui-là, c'est un recueil de récits, mais ce qui est un peu particulier, c'est qu'au lieu de m'en tenir aux récits d'inspiration médicale et nordique, j'ai ajouté des éléments de réflexion sur la pratique parce que finalement, c'est mes étudiants
qui, à quelques reprises, m'ont invité à leur parler de ma vie médicale sous forme d'anecdotes, qui m'ont donné l'idée de mettre en forme, ensemble, des histoires que j'avais vécues. Donc, essentiellement, c'est tiré de faits vécus, remanié de manière littéraire. Là. Tout n'est pas exactement... il y a une forme de rêverie à ça, là, mais quelque part, j'ai vécu les histoires qui sont là-dedans. Et l'idée, c'était de réussir à ajouter, sans être moraliste trop, des éléments de réflexion sur l'acte médical ou sur le fait d'être soignant ou soigné. En fait, sur des qualités foncières qui vont avec l'acte de soigner, comme la confiance. Ça semble banal, c'est presque une évidence, mais à ce moment-ci, je pense qu'il faut réutiliser des mots comme confiance, harmonie, qualité. Le mot qualité avec un grand Q, là, que Pirzig, l'auteur du traité du zen et de l'entretien des motocyclettes, dont Pirzig parle beaucoup. Pour lui, la notion de qualité est essentielle. C'est un livre important pour vous, celui-là? Ça a été un livre fondateur c'est un livre américain qui a eu une énorme importance autour des années 70, 60, puis reste quand même que comme philosophe et comme romancier, c'est un roman philosophique, ce que Pirzig m'a apporté, moi, c'est cette conviction que c'est la conjonction des fonctions rationnelles et irrationnelles qui donne la qualité. On est dans un monde très technoscientifique qui croit, à juste titre, en partie, à la valeur de la science et de la vision rationaliste, pragmatique et scientifique, sinon matérialiste. Ça a des qualités, mais si c'est pas mis si c'est pas amalgamé avec une vision nettement plus irrationnelle, plus émue et plus émouvante de l'existence, si les fonctions irrationnelles de la psyché, les fonctions artistiques, entre autres, sont pas amalgamées aux fonctions rationnelles, on est loin de la qualité. Ça, je le répète, c'est vrai pour toutes les activités humaines, mais dans le rapport soignant-soigné, et comme médecin ou comme soignant, c'est essentiel de ne pas oublier ça. En fait, j'ose dire que, je le dis aussi dans la préface, je conçois mal qu'on puisse, même maintenant en 2015, aborder le monde de la médecine seulement selon son côté scientifique. La médecine peut pas être seulement une science. Je nie pas du tout les avancées technoscientifiques, mais l'aspect artistique est essentiel pour aborder une âme. Puis j'ose dire aussi ce mot-là, l'âme est probablement ce qu'on rencontre quand on doit soigner, même si c'est un doigt cassé. C'est certain que un doigt cassé, l'âme n'est pas trop souffrante. C'est pas drôle de se casser un doigt, là, mais il y a des maladies beaucoup plus graves de l'âme, la schizophrénie, les maladies mentales sont évidemment nettement plus complexes à soigner que les maladies physiques, comme une vésicule biliaire malade, ou je suis pas en train de minimiser la douleur de quelqu'un qui fait une cholécystite, mais c'est plus difficile à traiter quelqu'un qui a un problème de maladie mentale. Il faut considérer les mots de l'âme. Et à ce moment-là, puis la dissociation entre la psyché et le soma, entre le corps et l'esprit, est une dissociation utile quand on aborde le monde des malades d'un point de vue rationaliste, mais très fragmentaire. En fait, la seule façon d'être dans une relation de soins de qualité, c'est de réunifier ces fonctions qu'on dissocie. La fonction psyché et soma. Donc, finalement, quoi qu'on soit, c'est toujours, je pense, une âme qui soigne une autre âme si on veut être dans la qualité de soins. Et une de vos citations dans l'ouvrage, moi, qui m'a touchée, c'est, vous dites, savoir lire dans les yeux d'un psychotique comme dans l'odeur corporelle que dégage un toxicomane n'est cependant pas chose simple et dépasse souvent les seules capacités de l'intellect. C'est ça. Moi, j'enseigne en médecine, je donne des cours de littérature à Laval, puis aussi des cours de médecine. Puis évidemment, les étudiants, ces années-ci, partout, dans tous les domaines, en technosciences, apprennent des masses de choses. Je suis passionné par le monde de la littérature. L'apprentissage de la littérature se fait pas sur le même, en tout cas de la même manière. Mais ce que je dis aux étudiants en médecine, c'est que quelque part, recevoir un patient, c'est aussi le sentir affectivement, mais évidemment, le sentir physiquement. Parce que l'odeur corporelle dégagée par un patient est extraordinairement révélatrice de ce qu'il peut avoir comme malaise, comme ce qu'il peut représenter comme état d'être. C'est pas une blague. Les excellents cliniciens, en général, jaugent leurs patients en l'espace de quelques secondes en les regardant, en les humant, en les recevant, en leur touchant, en leur serrant la main, là. Et ça, ce rapport de sens est essentiel pour arriver à faire un diagnostic. J'insiste là-dessus parce que c'est presque une évidence pour les gens qui sont appelés à être des soignants. Tous les soignants, quels qu'ils soient, jamais je restreindrai ça au mot médecin.
Je pense qu'un jour ou l'autre, on est tous appelés à être les soignants de quelqu'un qui doit être soigné. Mais c'est plus vaste que le simple mot médecine, le mot des soins. Mais comment on arrive à développer ça? Ben, en fait, je pense qu'il faut être d'abord attentif à ça. Avoir de l'empathie? Évidemment. Puis en même temps, ce qu'il faut croire, c'est que être sensible à l'odeur, si on parle de ça, là, il y a bien d'autres éléments, c'est déjà faire abstraction de la seule rationalité de l'intellect qui comprend tout, mais qui n'a même pas osé regarder le patient. Je dis pas qu'il faut regarder le patient pendant 3 minutes ou bien 26 minutes dans les yeux, là, mais on peut pas entrer en contact avec quelqu'un pour le soigner, même s'il vient parce qu'il y a une écharpe dans un doigt. Si pendant quelques secondes, on ne le regarde pas, il faut recevoir le monde pour les soigner. Ça, c'est une évidence pour moi. Si j'insiste là-dessus, c'est parce que le grand danger, me semble-t-il, partout dans le monde, pas juste au Québec, là, c'est la robotisation des soins. Le fait que quelque part, de moins en moins, on ait envie de recevoir les autres. Je dis pas que ça prend 1h30, là. Parfois, une écharde, là, ça prend quelques secondes à l'urgence. Mais les recevoir quelqu'un, c'est l'entendre, et dire bonjour en premier, là. Puis même si on est fatigué quelque part comme soignant, on n'a pas beaucoup le droit d'être bête ou de pas avoir au moins une esquisse de sourire quelque part, là. Ça fait partie des obligations de quiconque doit aborder quelqu'un. Je dis pas qu'il faut être mort de rire, là, mais il y a des limites à tendre à devenir des robots. En fait, le grand drame, c'est mais les ici, cotons. en fait, on peut en parler, là, mais le grand drame, c'est de considérer qu'on peut apporter des soins à des gens qui ont besoin d'être soignés, quelle que soit leur maladie, là. Il y a une différence entre un doigt cassé puis un cancer en phase terminale, mais c'est de penser que la technoscience triomphante a toutes les recettes et que dans le fond, ben, ça serait mieux que ce soit des robots qui nous soignent. Mais en même temps, moi je le dis aux étudiants, je suis persuadé qu'un jour, il y a des patients qui vont aller dans des cliniques sans aucun être humain, puis qui vont se faire enlever une cataracte en l'espace de quelques minutes par une machine qui va leur mettre un cristallin artificiel, puis qui va les renvoyer chez eux sans aucune forme de douleur après une anesthésie. C'est une caricature en apparence. Mais c'est troublant, ça. C'est troublant. Puis en même temps, ça montre bien que une fois qu'on a bien connu l'anatomie d'un œil et sa physiologie, il y a quand même des extraordinaires réussites en technosciences contemporaines qui ont vu soigner une cataracte. Je veux dire, au Moyen-Âge, il y avait des gens qui étaient aveugles pendant des décennies parce qu'il y avait des cataractes bilatérales. Maintenant, on a la possibilité de voir. C'est que je veux que ça soit bien clair. Mon propos, c'est pas de déifier une espèce de relation totalement poético-délirante, là où on soigne le monde en leur donnant un bec sur le nez. Là, je veux dire, il y a un amalgame important entre la technoscience qui a pris autant d'importance, puis un autre aspect que moi, comme poète, en tout cas, j'aime appeler poétique. En fait, aborder quelqu'un sous son aspect poétique, c'est pas moins important que de l'aborder sous son aspect anatomique, d'une certaine manière. J'aime profondément les poètes, la poésie et la littérature, et puis la poésie comme littérature, parce que quelque part, ça nous révèle un pan du monde que, me semble-t-il, la science froide révèle pas. En fait, c'est l'amalgame des deux attitudes ou des deux activités qui fait la qualité. Là-dessus, moi, j'aime beaucoup citer à mes étudiants, puis en écrivant Hubert Reeves, qui me semble être un scientifique d'immense qualité, qui toujours se préoccupe de l'aspect poétique du rapport au monde. Et ça va loin. Ça dépasse même la seule humanité, là. Puis ça semble délirant parler comme ça, là, mais il faut lire la poésie pour être capable d'améliorer son rapport de qualité au monde. Le rapport poétique qu'on peut avoir avec le cosmos, c'est pas une vue de l'esprit, là, ça existe. Il faut lire des mystiques, comme il faut lire des poètes québécois, il faut lire Marie Huguet, tiens. Si vous me permettez, M. Désy, on s'arrête et on continue de parler de votre plus récent ouvrage. Merci, cher.